est accusé d'avoir malicieusement et traîtreusement levé une armée contre Sa Majesté notre Reine et d'avoir tenté par la force de détruire la Constitution et le gouvernement de ce pays, dépossédant ainsi Sa Majesté de l'autorité qu'elle détient légitimement ici. Louis Riel, plaidez-vous coupable ou non coupable? J'ai l'honneur de déclarer à cette cour que je suis non coupable. Asseyez-vous, M. Riel. Monsieur le procureur de la Couronne, la parole est à vous. Votre honneur, messieurs les membres du jury, cette cour doit s'acquitter maintenant d'une très lourde tâche. Il s'agit du plus sérieux crime à s'être produit dans ce jeune pays. Mais nous allons démontrer, hors de tout doute, que cet homme a organisé et mené un soulèvement armé dans le but de renverser le gouvernement. Cet homme devant vous porte l'entière responsabilité des actes de guerre commis contre notre pays. Cet homme n'a pas agi dans l'intérêt des Métis, mais dans les siens. Il était prêt, moyennant un pot de vin, à abandonner la cause des Métis et à s'en retourner riche au Montana. Il n'a pas hésité un instant à mettre à profit son éducation supérieure pour entraîner avec lui de pauvres victimes qu'il a affreusement trompées en se faisant passer pour prophète. Le prophète de la Saskatchewan. Je pense, messieurs du jury, que vous serez convaincus, avant même la fin de ce procès, que ce soulèvement n'a pas été causé par les griefs des Métis, mais par l'ambition démesurée et la vanité démentielle et outrancière de cet homme devant vous. Monsieur l'avocat de la défense, vous pouvez procéder. Votre honneur, distingués membres du jury, qu'il soit bien clair que dans ma défense de l'accusé, que je ne chercherai pas à excuser ce qu'il a commis, mais qu'il me soit permis d'affirmer, par contre, que dans toute cette histoire, le gouvernement du Canada a totalement manqué en son devoir envers les Métis, les Indiens et même les colons blancs du Nord-Ouest. Tout le monde sait. Tout le monde le sait que depuis des années, les habitants de cette région ont tenté par des moyens constitutionnels d'obtenir justice. Et ce, sans succès. Objection, votre honneur. Mon distingué confrère est en train de mettre le gouvernement en accusation, alors que ce procès doit juger l'accusé qui a tenté de renverser ce même gouvernement. Ridicule. Objection maintenue. Poursuivez, maître Lemieux. C'est en désespoir de cause qu'ils ont alors fait appel à l'accusé. L'accusé qui quitta le Montana afin de venir les aider. Lui aussi a d'abord tenté de passer par ce fameux moyen légaux et constitutionnel. Mais cela a une nouvelle fois échoué. Après avoir laissé au système cette nouvelle chance, la dernière, l'accusé a fait ce que tout homme fait. Lorsqu'un homme a assez d'être enfermé dans un cul-de-sac d'oppression et de négligence crasse. Objection, votre honneur. La défense tente à nouveau, par des moyens détournés, d'amener le gouvernement au banc des accusés. Ridicule. Maître Lemieux, limitez-vous à la défense de votre client, s'il vous plaît. Procédez. Poussé, bien malgré lui, à cette extrémité,
Il a pris les armes. Sous une tension épouvantable, l'accusé en devint à nouveau en proie à cette maladie latente qui l'afflige. La démence se submergea, hélas, bientôt sa raison. Cette résistance fut un acte courageux, certes. Un geste héroïque, bien sûr, mais, il faut bien le dire, un geste fou! Messieurs, tout au long de ce procès, vous aurez entendu que l'accusé se trouve en de moments bien particuliers sous l'effet de lubie qui caractérise les aliénés. En matière de politique et de religion. Non! Je ne puis accepter ce plaidoyer. Mon avocat ne connaît pas l'Ouest. Il enlève toute signification au combat que j'ai mené pour mes frères métis. Je veux me défendre moi-même. Je n'ai pas le droit d'abandonner ma dignité. Votre Seigneurie, j'aimerais congédier mon avocat. Monsieur Riel, mesurez-vous toutes les conséquences de vous priver de la défense de ce grand homme de loi? Oui, votre honneur. Votre honneur, le défenseur se dissocier de tout ce que va dire l'accusé. C'est noté. Allez-y, monsieur Riel. Le jour de ma naissance, j'étais fragile. Et ma bonne mère s'est occupée de moi. J'ai survécu. Et aujourd'hui, bien que je sois un homme mûr, je me sens aussi fragile que le jour où je suis né. Le Nord-Ouest, c'est aussi ma mère patrie. Et je sais que ma mère patrie ne me tuera pas parce qu'elle est ma mère, qu'elle connaît ma sincérité et parce qu'elle m'aime. Lorsque je suis revenu ici en 84, j'ai trouvé les Indiens dans la souffrance. J'ai vu les Métis manger le lard pourri de la compagnie. Même les Blancs avaient bien des raisons de se plaindre. Étant blanc et indien, j'ai voulu venir en aide à tous et j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai beaucoup souffert. Mais j'ai fait mon devoir, comme en 69 au Manitoba. J'ai cru alors que j'avais une mission et je le crois encore. Je déclare bien humblement que Dieu a fait de moi son prophète dans le Nouveau Monde. Nous avons tout essayé. Demandes, pétitions, supplications. Ce gouvernement a répondu en renforçant sa police. Plus de demandes, plus de police. Je menais pacifiquement mon peuple pour obtenir la plus élémentaire des justices lorsque la folie de ce gouvernement l'a poussé à nous attaquer. J'ai répondu à cette agression. Et voilà ce qu'on appelle mon crime de haute trahison, crime pour lequel on me retient ici et pour lequel on veut me tailler en pièces. S'il y a eu haute trahison, ce n'est pas la mienne, mais celle du gouvernement, sa haute trahison envers le peuple du Nord-Ouest.
sais que les révérends pères me croient plus ou moins fou. Mais en matière de religion, quelle est ma folie? Je souhaite laisser Rome de côté parce qu'elle est la cause de division entre les protestants et les catholiques. Je souhaite qu'un jour mes enfants puissent serrer la main des protestants comme des amis, comme des frères. Est-ce cela que vous appelez la démence? Oui, il y aura ici un nouveau monde pour tous les opprimés de la terre. Nous y inviterons des Belges, des Italiens, des Suédois, des Polonais, des Irlandais, des Juifs, tous seront les bienvenus. Dieu jette ici les bases d'une grande nation. Mais Dieu ne peut créer une nation sans lui donner un territoire. Nous devons appartenir quelque part, avoir une place que nous enrichirons, que nous cultiverons. Cela vous apparaît-il si fou, messieurs? De ce rêve, je suis coupable. Mais des accusations que l'on porte contre moi, je ne le suis pas. L'Ouest a été envahi par des gens de l'Est qui n'ont eu aucune considération pour ceux qui étaient déjà là. Quand une nation s'est multipliée de telle sorte qu'elle n'a plus de place chez elle, il ne lui est pas permis de s'emparer de la part de la petite tribu d'à côté. Cette nation envahisseuse devrait dire: ma petite sœur, tribu des cris, tu as un vaste territoire qui t'a été donné, c'est ta propriété, tu ne peux vivre sans cette terre, voilà le principe. Dieu ne peut créer une tribu sans la placer quelque part. Nous ne sommes pas des oiseaux. Il faut bien que nous marchions à terre. Quant à moi, j'ai donné ma vie pour l'Ouest. Je suis en paix avec moi-même et ma conscience. Vous le verrez. Vous le verrez que j'avais une mission accomplie. Vous le verrez. Messieurs les jurés, vous pouvez vous retirer pour délibérer. Messieurs les membres du jury, vous êtes-vous mis d'accord sur un verdict? Oui, votre honneur. Alors le prisonnier est-il coupable ou non coupable? Coupable, votre honneur. Mais nous recommandons unanimement l'accusé à la clémence de la Cour. Le tribunal est d'avis qu'il n'y a pas de place pour la clémence dans ce genre de cause. Levez-vous, M. Riel, pour le prononcer de la sentence. C'est un pénible devoir pour moi maintenant de prononcer sur vous la sentence de la Cour, qui est que vous soyez conduit au corps de garde de la police de Regina et que vous y soyez gardé jusqu'au 18 septembre prochain,
et que ce même jour, vous soyez amené à l'endroit désigné pour votre exécution, et que vous y soyez pendu par le cou jusqu'à ce que la mort s'en suive. Que Dieu ait pitié de votre âme.